Bonjour à tous, capsule juridique numéro 242 du 25 mars 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Inde et des USA. En Inde, tout d'abord, les autorités judiciaires ont récemment fait une perquisition dans les locaux de l'Open Society. C'est ce que nous apprenait le site de Gateway Pundit dans un article du 19 mars. Les locaux en question se trouvent au Karnataka, c'est l'un des États du sud de l'Inde, et la perquisition qui a lieu donc le mardi 18 mars concerne des faits reprochés à l'Open Society, à savoir d'avoir commis des ingérences dans les affaires nationales indiennes, ça ne surprendra personne, sachant que l'Open Society est la championne toute catégorie des révolutions colorées notamment. L'article précise, je cite, « Selon la source, les perquisitions ont eu lieu après que l'OSF a transféré, donc l'Open Society, a transféré 250 millions de roupies à ces entreprises dans le cadre de transactions suspectes au cours des derniers mois. D'anciens employés d'Amnesty Inde président le conseil d'administration de ces entreprises, a ajouté la source. Les enquêtes ont révélé qu'entre 2020-21 et 2023-24, environ 250 millions de roupies ont été transférés à des organisations de Soros vers diverses ONG indiennes par le biais d'arrangements financiers complexes. » Fin de citation. Le site Business Today en parle également, je vous mets tous les liens sous ma capsule. Aux USA à présent, et plus précisément en Caroline du Nord, la Cour suprême de cet État a rendu le 21 mars une décision intéressante et très positive. Une famille poursuivait un conseil scolaire du comté de Guilford après qu'un enfant mineur, de 14 ans ait été vacciné sans le consentement de sa mère lors d'une initiative organisée par son collège après une information très partielle des parents. Les parents avaient en effet été informés en août 2021 qu'un test de dépistage serait effectué, mais pas que des vaccins seraient également administrés. Le mineur, âgé de 14 ans, avait refusé sur le moment, puis tenté de téléphoner à sa mère dans l'urgence, mais en vain. Après quoi, il avait été purement et simplement vacciné de force. La mère attaque donc à la fois le conseil scolaire et la société médicale. Tout au début de la décision, l'arrêt commence déjà en citant une autre jurisprudence qui disait ceci, je cite. La peur et le désir de sécurité sont des forces puissantes. Elles peuvent conduire à une clameur d'action, presque n'importe quelle action, du moment que quelqu'un a fait quelque chose pour répondre à une menace perçue. Les responsables gouvernementaux de toute la nation ont imposé des ordres de confinement, obligeant les gens à rester chez eux. Ils ont fermé les entreprises et les écoles publiques et privées. Ils ont fermé les églises tout en autorisant les casinos et d'autres entreprises favorisées à poursuivre leurs activités. C'est en page 3 de l'arrêt. Fin de citation. L'arrêt revient ensuite sur le déroulement précis des faits. La Cour suprême de Caroline du Nord écarte le moyen de défense principal des parties poursuivies, à savoir l'immunité fédérale reconnue aux sociétés pharmaceutiques en vertu du PrEP Act, cette loi dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et qui a été renouvelée en 2005. Cette loi confère en principe de larges protections aux sociétés pharmaceutiques en cas de poursuite en responsabilité pour toute réclamation suite à des pertes causées par l'administration de contre-mesures, entre guillemets, c'est-à-dire de vaccins, en cas d'urgence, de vaccins ou de médicaments en général, en cas d'urgence de santé publique. Et sur cette base, le conseil scolaire, qui avait été donc poursuivi par la famille, n'avait pas été condamné en première instance, pas plus que la société pharmaceutique poursuivie, qui s'appelle All North States Medical Society. Les plaignants ont donc fait appel, mais ont perdu à nouveau en degré d'appel, la Cour d'appel estimant que le PrEP Act devait donc s'appliquer. Les plaignants ont donc saisi la Cour suprême et ils ont eu raison de ne pas baisser les bras. La Cour suprême estime en effet que dans ce cas précis, il y a eu violation des droits constitutionnels. L'arrêt rappelle notamment le droit dont disposent les parents quant au contrôle sur leur enfant. Je cite. Premièrement, nous convenons que la Constitution de l'État protège le droit d'un parent à contrôler l'éducation de son enfant, y compris son droit de prendre des décisions médicales concernant son enfant. À ce stade, il ne fait guère de doute que notre État et notre nation ont chacun des droits parentaux farouchement protégés et les considèrent comme essentiels à la préservation de la liberté et de la justice. Et un peu plus loin, bien que les droits parentaux ne soient pas absolus, l'ingérence du gouvernement ne l'est pas non plus. Fin de citation. La Cour suprême évoque ensuite le droit à l'intégrité corporelle. Je cite à nouveau la Cour suprême de Caroline du Nord. Bien que nous n'interprétions pas ce droit de manière aussi large que le prétendent les plaignants, nous convenons que la clause du droit de l'État de Caroline du Nord protège le droit à l'intégrité corporelle, ce que nous définissons comme le droit d'une personne compétente de refuser un examen médical forcé et non obligatoire. Ce droit constitutionnel inclut la capacité d'une personne compétente à refuser l'injection forcée de médicaments dans son propre corps. Fin de citation.
Les parties poursuivies, donc le comité scolaire et la société pharmaceutique, citaient alors en réponse une série de jurisprudences dans lesquelles l'intérêt général l'avait emporté par rapport au droit individuel. Mais la Cour suprême estime que c'est hors de propos dans la mesure où l'affaire qui était portée devant elle portait non pas sur l'obligation vaccinale hypothétique elle-même, mais sur le droit de résister à un contact médical non désiré et ici en plus non obligatoire. L'arrêt fait pas moins de 82 pages, ce qui est très bien puisque l'affaire est importante et que la décision sera utile dans d'innombrables autres dossiers ensuite. Et si la décision a été rendue à la majorité des juges, les débats ont dû être animés, les opinions des juges qui n'étaient pas du même avis, ce qu'on appelle les juges dissidents, mais dissident ici ne veut absolument pas dire ni complotiste ni quoi que ce soit, c'est juste des juges qui étaient minoritaires dans la décision, sont publiés à la fin de l'arrêt, de la page 50 à la page 82. Et c'est assez fréquent, c'est peut-être même systématique d'ailleurs, je ne sais pas, aux USA, de telle sorte que les arguments pour et contre sont très longuement détaillés. Toujours est-il qu'au final, la Cour suprême de Caroline du Nord a bien considéré que le PrEP Act ne pouvait pas conférer d'immunité dans ce cas précis. La conclusion de l'arrêt, présentée en page 46, donc avant les opinions des juges dissidents, dit ceci, je cite, « Nous estimons que le texte clair du PrEP Act n'interdit pas les réclamations déposées en vertu de notre constitution d'État. La constitution de l'État de Caroline du Nord est notre contrat social fondamental et un accord parmi le peuple concernant les principes fondamentaux. » Fin de citation. La Cour suprême autorise donc les plaignants à poursuivre le conseil scolaire et la société pharmaceutique, c'était l'objet du point qui lui était soumis. La Cour suprême n'était pas chargée elle-même de fixer une éventuelle indemnisation, et donc la procédure va pouvoir se poursuivre et est renvoyée devant la Cour d'appel à cette fin. Donc une très importante décision. J'ai été mise sur la piste de cette décision notamment par un article du site de François. Donc je mets le lien évidemment sous ma capsule, tant pour cet article que pour la décision elle-même, que vous pouvez télécharger et que vous pouvez d'ailleurs passer dans la moulinette de la traduction automatique de Google. C'est relativement efficace, la traduction sort bien. C'est comme ça en tout cas que je l'ai parcouru en vitesse, parce que 82 pages, je ne peux pas improviser ça comme ça. Mais voilà, vous avez ainsi la substantifique moelle de cet arrêt qui est vraiment très très important et dont on va sûrement reparler par la suite. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Tenez bon, au revoir.